Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Kadesh, Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kadesh Yameinu. On va parler du dernier numéro de la revue Pluriel qui vient de paraître et qui traite d'un thème assez classique, en tout cas assez classique de l'existence juive, à savoir la question de la visibilité. Ça s'appelle Juifs visibles, Juifs invisibles. C'est donc le titre de ce numéro où vous retrouverez un dialogue entre Rivon Krigier et Philippe Zard. Bonjour. Bonjour. Dans son introduction, Isio Rosenman écrit que cette problématique de la visibilité et de l'invisibilité a accompagné l'histoire des Juifs et de leur destin en diaspora. Avant de revenir peut-être sur cette histoire de la diaspora, force est de constater qu'aujourd'hui, à l'heure de l'antisémitisme qui renaît, cette question de visibilité, pas visibilité est redevenue très actuelle. Peut-être on peut démarrer par aujourd'hui. Rivon Krigier, comment vous percevez cette problématique? Elle est devenue très actuelle, et même pour le rabbin que je suis, puisque les gens me demandent s'il est autorisé de déplacer la mezouza, le boîtier des parchemins qui se tient à l'extérieur des portes, à l'intérieur. Et c'est tout un symbole, parce que ce rapatriement est bien sûr le signe d'un sentiment de profonde insécurité, avec l'ironie que dans l'imaginaire juif et dans la tradition juive, la mezouza représente le boîtier protecteur qui rappelle le badigeonnage des portes à la sortie d'Égypte lorsque les Hébreux ont ainsi empêché le fléau de gagner les maisons d'Israël et qu'ils ont échappé à la mort. Aujourd'hui, la mezouza est un symbole d'affirmation de soi qui n'est plus possible même sur le lieu d'intimité qui est le domicile. Comme si nous étions contraints, comme si le peuple en diaspora était contraint à devenir ou redevenir des cryptes juifs, à raser les murs, à faire attention. Et d'ailleurs, c'est pas seulement le problème de la mezouza. Il y a le danger de se promener avec une kippa dans la rue, le fait qu'on considère que les antisémites considèrent que l'affirmation même de soi comme juif est insultante. Donc, on est aujourd'hui dans la condition juive même, revenu à la solitude profonde, au sentiment de solitude profonde, que être ce qu'on est ne peut pas s'afficher en toute innocence. Et là, c'est vraiment un drame collectif qui réactive des traumas. Nous sommes, peuple juif, non seulement des névrosés, mais des post-traumatisés. Et là, véritablement, on est dans le drame de ce retour, ou de cet appel de retour à l'invisibilité. Retour à l'invisibilité, alors que, en Israël, la scène juive est d'une grande visibilité. Toutes les caméras, tout le monde est là pour regarder ce qui se passe de près. Une grande visibilité, mais qui est vécue aussi dans le drame absolu. C'est-à-dire, cette visibilité est coûteuse. La présence même d'Israël au cœur du Proche-Orient est coûteuse et problématique. Cela dit, on a l'impression que les Israéliens eux-mêmes, aujourd'hui, ont plutôt tendance à vouloir réaffirmer leur visibilité, leur propre voix, leur propre chemin par rapport aux nations, moins sensibles peut-être aux pressions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelque chose se passe collectivement ? Je voudrais écouter Philippe, mais j'ai l'impression que les Israéliens redécouvrent la dimension diasporique aujourd'hui en raison de ce sentiment de ghetto, d'isolement, d'incompréhension. Alors, c'est pas pour donner toute la raison à Israël et tous les torts aux autres, même si je pense que la cause israélienne est parfaitement juste, mais il y a quand même ce sentiment que aujourd'hui il y a un doigt accusateur qui n'est pas simplement politique, mais qui touche à l'identité même des Juifs. Des clichés antisémites sont ranimés, et
je crois que les Israéliens, notamment avec la figure du pogrom qui s'est passé le 7 octobre, ressentent plus que jamais que la condition juive touche autant Israël, malgré tout cet épos, cette effervescence de réaffirmation identitaire. Philippe Zard, comment vous voyez-vous cette problématique? Évidemment, vous avez écrit un livre tout entier là-dessus, sur ce que vous appelez le judaïsme apocryphe, entre visibilité, invisibilité dans l'histoire pour la condition juive. Est-ce que c'est intrinsèque à la condition juive, cet arbitrage que l'on doit faire entre les deux? C'est intrinsèque à la condition juive, en effet, et cela se traduit aussi bien dans le sein de la culture juive, cette dialectique entre le visible et l'invisible, que dans le sort, la situation qui a pu être faite aux Juifs dans le monde extérieur. Alors, juste un mot sur cette notion de visible et d'invisible. La notion d'invisibilité, d'invisibilisation est revenue en grâce depuis quelques années dans la sociologie, en particulier à propos des identités minoritaires et donc de l'acceptation et de la reconnaissance. On est dans des questions de reconnaissance. Être visible signifie être reconnu comme personne, comme collectif, minorité visible, dans sa dignité, dans son statut juridique, etc. Donc il y a un lien profond entre visibilité et reconnaissance, ou recherche de reconnaissance, et inversement, quand on parle d'invisibilisation, c'est généralement pour dénoncer un processus de stigmatisation, de relégation. Alors, le problème avec la visibilité, c'est qu'elle est toujours très ambivalente, puisque quand on regarde l'histoire juive, il y a eu toute une phase où l'idéal juif était de pouvoir exister en arborant en quelque sorte sa spécificité, y compris sa spécificité vestimentaire, rituelle, etc. Mais en étant relativement malgré tout poreux aux influences extérieures, en entrant dans le champ, dans le forum des nations et des sociétés, les choses se sont reconfigurées par la suite. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans les moments d'oppression, on a affaire à ce paradoxe qui est que il y a eu, par exemple, des phénomènes de marquage. Les tenues, la rouelle, etc., bien sûr l'étoile jaune plus tard. L'antisémitisme est souvent passé par une visibilisation, une survisibilisation même du juif, qui correspond à une stigmatisation. Et inversement, dans des périodes plus favorables, plus propices, il y a eu ce moment de l'émancipation et de l'assimilation où une certaine société juive a voulu être invisible, mais dans un sens citoyen, civique, politique du terme. Autrement dit, être mêlé aux autres. Et je parlais de dialectique puisque l'émancipation permet aux Juifs, en théorie, d'entrer, de se montrer sur la place publique, donc d'entrer en lice, en quelque sorte, dans la société, dans la cité, mais sur le mode du même, sur le mode, malgré tout, de la ressemblance avec l'autre. Et il est tout à fait flagrant que les formes de l'antisémitisme au XXe siècle aient pu s'accrocher tantôt à la visibilité juive, tantôt à l'invisibilité juive. C'est-à-dire que il y a tout un courant de l'antisémitisme qui va reprocher aux Juifs leur visibilité, le séparatisme, leur particularisme. Et donc on va reprocher aux Juifs de ne pas se fondre dans les nations. Mais
on sait, nous savons tous qu'il y a eu en Allemagne ou ailleurs hein, un autre courant de l'antisémitisme qui était au contraire obsédé par l'invisibilité. Le juif était d'autant plus dangereux, d'autant plus sournois qu'il était indétectable. De là, ces atrocités qu'on a connues sous Vichy, hein, avec l'exposition Le Juif et la France, avec des sachez les reconnaître, hein, où il s'agissait vraiment, jusque dans l'apparence physique, hein, d'essentialiser hein, l'apparence. D'autant plus dangereux qu'ils sont invisibles. Voilà. Donc, d'une certaine manière, nous ne faisons jamais que changer de mauvais côté. Hein, visible, nous le sommes trop. Invisible, nous le sommes trop également. Et nous sommes un peu. Alors, Rivon parlait justement de ces histoires récentes hein, où on avait affaire à une sorte de régression, hein, de sentiment que la visibilité redevenait dangereuse, redevenait périlleuse, redevenait quasiment un acte de courage ou de témérité. C'est quand même là, alors je ne sais pas si c'est un épisode critique ou si c'est un tournant dans l'histoire européenne. Rivon Crégier, cette tension entre le fait de se particulariser par une apparence, par exemple, et le fait de vouloir malgré tout aussi être reconnu dans la société comme à part entière, comme un citoyen, c'est une tension, je veux dire, dont on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas échapper. Il y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que, comme l'a dit Philippe, ça fait partie inhérente de la condition juive. En tant que religieux, même j'y vois une dimension mystique de la dimension d'Israël, de la singularité d'Israël, qui ne peut pas reposer sur ses lauriers, qui est secoué par l'histoire, dont l'identité n'est pas sereine tant qu'elle n'est pas advenue elle-même. Ça fait partie de la condition juive profonde. Souvenons-nous que le nom même d'Israël est acquis par Jacob dans un combat nocturne où il est insisté sur le fait qu'il s'est retrouvé seul. Il combat tout au long de la nuit et c'est au bout de ce combat qu'il est appelé Israël, mais sans jamais perdre complètement cette dimension de Jacob. Donc c'est une sorte d'identité qui reste en ballottage, si je dis, une élection en ballottage, et qui montre que la condition même d'être Israël, c'est de devenir Israël et de faire face à de l'adversité. Mais pour revenir aussi aux textes fondamentaux, souvenons-nous de Rollo d'Esther, de la Megillah d'Esther, que au moment où on se parle, va être bientôt d'actualité dans les synagogues. Dans le Rollo d'Esther, on ne prête pas suffisamment au fait qu'on a deux personnages clés, que sont Mardochée et Esther, et qui sont dans leur posture aux antipodes l'un de l'autre, de la figure de la visibilité ou de l'invisibilité. Parce que on a d'un côté Esther, auquel Mardochée dit « ne dévoile pas ton identité, ce serait dangereux pour toi », et puis il y voit comme une sorte de carte, comme une sorte de joker, lorsqu'elle est emmenée au palais, parce qu'il dit un jour ça peut être utile, et donc Esther conserve l'anonymat et ne le révélera que au moment décisif, lorsqu'elle aura besoin de le faire pour sauver son peuple. Mais à l'inverse, c'est ça qu'on oublie, alors que c'est Mardochée qui a donné cette instruction à Esther, lui, au contraire, il est dans la fierté absolue, et quand Aman donne ordre à l'ensemble du peuple de se prosterner à sa venue, lui, il s'y refuse, et le texte dit explicitement, quand on lui demande pourquoi il le fait, il dit que parce qu'il est juif, il refuse de se prosterner. Donc il affirme au plus fort son identité. J'ai l'habitude de dire avec un peu d'humour que si Esther c'est l'Ashkénaze, Mardochée c'est le Séfarade. Lui, il ouvre la chemise et il montre son grand Magen David. Je ne relèverai pas cette perfidie. Au chapitre de la visibilité, vous soulignez, Rivon Crégier, que les apparences sont des courroies de transmission de l'identité. On revient à cette question de la transmission. Est-ce que donc on ne transmet que par le visible finalement, ou par l'invisible aussi? Moi, je pense qu'on transmet par les deux. Je pense que
il y a une dimension d'intériorité. Il y a dans toute la présentation de l'histoire de l'identité juive, ce paramètre du visible et de l'invisible. Même Dieu lui-même est un personnage qui, à plusieurs reprises dans l'histoire juive, se révèle sans véritablement non plus donner à voir toute son identité. Il est dans la nuée, il est au sommet de la montagne, il est dans l'entre-deux des chérubins. On peut voir l'arrière, Moïse peut voir l'arrière, mais il ne peut pas voir le visage. C'est un paramètre très important du visible et de l'invisible. Le peuple juif lui-même, il est sur sa terre et en même temps exilé. Dans l'affirmation civilisationnelle et à la fois fondu dans les autres identités. Donc, je pense que c'est une caractéristique avec deux facettes. Est-ce que depuis la création de l'État d'Israël, cette dialectique du juif visible, invisible ne s'est pas modifiée dans la mesure où il existe désormais une modalité collective juive pour le peuple juif d'exister, peut-être malgré tout, de façon visible? Je crois que ce qui est intéressant pour la plupart des juifs dans le monde, c'est que on ne peut plus penser l'identité juive sans l'identité israélienne, qui est en même temps le complément et le double de ce qu'est l'identité juive. On se définit en diaspora, on est diasporique, mais c'est plus volontiers vers l'hébreu qu'on va se tourner aujourd'hui que vers le yiddish ou les langues juives antiques. C'est les chants israéliens, c'est la culture israélienne qui va être au cœur, et tout à la fois, cette identité affirmée est une sorte de destinée difficile à porter pour le juif de diaspora qui est constamment pointé du doigt d'être responsable d'une sorte de double allégeance. C'est dit ou pas dit, mais c'est aussi l'ambiguïté de la chose, d'être pris comme une identité à la fois acceptée parce que fondue dans la nation où les juifs se trouvent, mais suspectée d'avoir des affinités et de vouloir s'identifier un peu trop avec la dimension nationale juive. Donc on est dans cette ambiguïté et ce drame qui continue à être vécu, et plus encore en raison de l'actualité. Philippe Zard, finalement, c'est la raison pour laquelle il y a ce que vous appeliez dans un livre récent le judaïsme apocryphe, c'est-à-dire que on est dans cet entre-deux où on ne se révèle pas complètement tout en judaïsant ou en écrivant de manière juive sans le montrer complètement. Alors oui, il y a plusieurs dimensions. Je reviens juste une seconde sur ce que disait Rivon à propos d'Israël, parce que c'est important. Il me semble que ce que Rivon dit, et ça va se rattacher aussi à votre question, c'est l'impossible stabilisation, en réalité, de l'identité juive. Il y a, au sens presque étymologique du terme, une inquiétude juive, au sens où on ne reste jamais en repos. C'est ça l'inquiétude, au sens étymologique, c'est de ne pas être en repos. C'est fondé théologiquement, je dirais, et c'est vécu existentiellement. Il est tout à fait remarquable à propos d'Israël que, d'un certain côté, Israël était destiné à apaiser, je schématise, à apaiser une certaine inquiétude juive, c'est-à-dire que la question pluriséculaire, l'inquiétude pluriséculaire de la pérennité juive semblait être au moins résolue avec l'existence d'Israël. N'importe quel juif de diaspora savait que puisqu'Israël existait, il pensait que puisqu'Israël existait, la pérennité juive était assurée. Or, nous voyons bien qu'Israël, par sa propre condition tragique géopolitiquement, et aussi par sa surexposition mondiale, ravive en réalité, plutôt qu'elle n'apaise, la vieille inquiétude juive. Il y avait un dialogue des Valeureux dans l'œuvre d'Albert Cohen où on voit les Valeureux en train de discuter d'Israël, et puis vient une inquiétude d'un des personnages disant mais s'il y a un jour la paix
en Israël, si tout le monde est heureux en Israël, est bronzé et complètement au paradis, est-ce qu'on va pas devenir un peu bête et hollandais? Hein, bon, c'est une citation approximative, mais le hollandais est authentique. Et on se rassure en se disant que non, Israël ne pourra jamais vivre en paix, et donc on restera juif d'une certaine manière par cette inquiétude même. Ouais. Et alors, pour répondre à la question que vous posiez, je crois en effet que la condition juive moderne est une condition qui est constamment une délibération intérieure, un arbitrage entre ce qui est dissible et indicible, montrable ou secret, public ou privé. Et tous les juifs européens se posent cette question, sauf peut-être ceux qui sont, et il y en a évidemment, qui sont tellement de plein pied dans la tradition juive que d'une certaine manière, ils vivent presque séparés de la société. Mais tout juif diasporique, et a fortiori des juifs séculiers comme moi-même, se pose constamment la question de ce qui est public et privé, du moment où l'identité doit passer sur le devant de la scène, et les moments où elle doit au contraire se tenir plutôt en réserve, au secret. Et les situations que nous vivons aujourd'hui, que ce soit professionnellement, socialement, familialement, nous mettent constamment devant ce dilemme. D'autant plus aujourd'hui, peut-être, on peut parler de l'université, je sais pas, j'imagine que vous êtes peut-être, c'est plus difficile aujourd'hui d'aborder, surtout que vous abordez des questions qui ont trait précisément à cette identité. Surtout, en effet. Alors, vous savez, parler de visibilité, nous vivons quand même une époque qui a 30 ans, pas plus, peut-être 20 même, où tout étudiant, en tapant le nom de son professeur sur Google, sait à peu près tout sur lui. Enfin, en tout cas, pas tout, mais du moins exactement, pour peu qu'il ait une existence publique, en tout cas, peut voir. Il va retrouver cette vidéo, c'est très nouveau. Il y a 40 ou 50 ans, ces questions n'existaient pas. Donc nous sommes, de toute façon, à l'université, nous sommes toujours déjà visibles. On est toujours déjà connus. C'est une situation inédite du point de vue académique. Ensuite, évidemment, il y a la question de savoir ce qui, dans ses activités professionnelles, dans ses activités de recherche, va ressortir à son particularisme, ou au contraire va relever d'intérêts plus généraux, plus collectifs. Et d'ailleurs, est-ce que la limite est toujours sûre entre ce qui est universel, ce qui est particulier, etc. Donc, cette question se pose. Et dans les moments critiques dont vous parlez, je pense qu'il n'y a pas un seul enseignant juif en France qui, au lendemain du 7 octobre, ne s'est pas posé la question de savoir avec qui de ses collègues il pourrait en parler. Ne s'est pas demandé quels étaient les collègues qui auraient un mot ou poseraient des questions sur cette tragédie, etc. Et c'est vrai aussi au demeurant de l'après 7 octobre. Et on est toujours déchiré, partagé entre le fait de se demander si on doit en parler, s'il vaut mieux ne pas en parler pour ne pas risquer le conflit, s'il faut en parler par loyauté, quitte à être en désaccord, vous voyez. Ce sont toutes ces questions-là qui se posent au quotidien. Et tout cela interfère aussi quand même, on peut peut-être en dire un mot, avec cette idéologie woke, où précisément chacun se revendique d'une appartenance à une identité, et où le juif est pris comme une identité, l'exemple même de la domination et des autres catégories. Alors là, c'est si on se place du point de vue
je dirais, du militant un peu borné, généralement peu cultivé, etc. Heureusement, la plupart des collègues ne sont pas ne sont pas soumis à ce type-là de caricature. Mais il est vrai néanmoins que j'observe souvent que la question du judaïsme et la spécificité du fait juif est un peu dans l'angle mort de bien des recherches aujourd'hui, ou alors elle se cantonne justement à des recherches, à des domaines ou à des personnalités spécifiques. Mais les questionnements sur les identités minoritaires, etc., aujourd'hui, il est très rare qu'ils fassent une place aux questions propres au judaïsme, ne parlons même pas de la situation d'Israël dans la problématique du colonialisme ou du décolonialisme, etc. Parce que justement, là où il faudrait souvent un regard un peu fin, un peu nuancé pour repérer pour ajuster, je dirais, les paradigmes anticolonial à la situation particulière historiquement, démographiquement, géopolitiquement d'Israël, eh bien, on a souvent une sorte de rouleau compresseur qui va plaquer sur le Moyen-Orient des catégories qui sont issues d'autres luttes anticoloniales et qui sont assez mal ajustées à la situation particulière d'Israël et de la Palestine. Cette tension, Yvonne Krigier, va durer sans doute jusqu'au bout, jusqu'à l'ère messianique, où peut-être à ce moment-là, la visibilité ne sera plus un problème. Vous m'interpellez au titre de prophète. Exactement, je connais votre dimension prophétique. En tout cas, ce que je vois, c'est que on parle d'occultation identitaire, de non-visibilité, mais dans toute cette affaire, il y a aussi une hyper-visibilité. Une hypervisibilité aussi parce que il y a la présence des images, notamment par le monde médiatique d'aujourd'hui, qui fait que je ne sais même pas s'il y a une réflexion. Vous parliez d'affinement de la pensée, mais je ne sais même pas s'il y a une amorce de la pensée parce que la pensée est confisquée par la saturation d'images chocs qui sont reprises en boucle avec un parti pris, bon, après c'est peut-être subjectif, mais un parti pris très net pour montrer un doigt accusatoire envers Israël. Il y avait des jeux d'avoir hyper-visibilité et d'occultation. Je pense par exemple à la question des viols des femmes les 7 et 8 octobre lorsque le Hamas a pénétré en Israël. On a vu que le féminisme a occulté la question de la condition de la femme juive pour ne pas porter préjudice à une autre image, celle du monde palestinien opprimé. Donc c'est une guerre de visibilité et d'invisibilité. Sous forme de soi-disant objectivité de l'image, il y a tout un langage non dit qui se met en place. Donc cette histoire de la visibilité et de l'invisibilité, c'est un jeu très très subtil dans lequel il y a énormément de manipulation, dans lequel la parole devient de plus en plus impossible. Ce qui s'est passé récemment à Sciences Po, où on fait un colloque avec des connotations antisémites au sein de l'école, est très significatif, parce que ça devrait être par excellence le lieu de réflexion et d'approfondissement sur la complexité du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. Ça devrait être l'occasion pour des étudiants, si pas de manière totalement apaisée, en tout cas réfléchie, de travailler ensemble sur les thèmes et d'essayer d'être à l'écoute de ce que sont les différentes nuances de la situation. Mais on est dans la figure inverse de la crispation, de la dénégation de l'autre en l'enfermant dans une image. Merci beaucoup Philippe Zard, merci Yvonne Krigier. Je rappelle donc le numéro de cette revue plurielle, revue culturelle et politique pour un judaïsme humaniste et laïque, juif visible, juif invisible, avec bien sûr un éditorial
de son directeur Isio Rosenman. Merci à tous pour votre attention. Hey,